toujours 2 millions de logements vides en France, sans compter les résidences secondaires, et 600 000 sans-abri. Cherchez l'erreur. Bienvenue dans notre Alter JT. Le 11 janvier, nous étions des millions à marcher pour la fraternité et contre la barbarie. Un mouvement est né qui tente de faire vivre cet esprit et d'en faire le ferment d'une reconquête démocratique. Je suis Charlie. On l'a tous dit, ou presque, le 11 janvier dernier, mais à Toulouse, c'est un clown activiste, un militant non violent, quoi, Charlie, qui passait au tribunal. Vigipirate, faut-il avoir peur d'aller aux toilettes? Droit au logement opposable, la loi Dallot à 8 ans, et toujours pas de logement. Répression en Égypte, les révolutionnaires égyptiens du printemps arabe fêtent la révolution en prison. Bientôt une ZAD patate? À Montesson, un collectif s'organise pour empêcher un projet de centre commercial. Enfin, nous passerons un moment avec Rob Hopkins, l'initiateur du mouvement des villes en transition. Le 11 janvier, plusieurs millions de Français de toutes origines se rassemblaient place de la République pour dire que la fraternité ne devait pas céder devant la barbarie. Un mouvement dit du 11 janvier tente de faire vivre cet esprit et d'en faire le ferment d'une reconquête de la démocratie par ses propres citoyens. Nous sommes le 11 mars 2015 sur la place de la République à Paris, 2 mois après les attentats, où a lieu, comme le 11 du mois dernier, un rassemblement autour de la fraternité, cette oubliée de la République. Que vous soyez un héritier de l'humanisme moderne, que vous soyez chrétien, que vous soyez juif, que vous soyez musulman, que vous soyez agnostique, que vous soyez athée, si vous êtes un humaniste, vous savez ce que veut dire la fraternité. Vous avez envie de fraternité, vous voulez créer ou recréer, reconstituer avec nous une véritable culture de la fraternité. On dit souvent de la fraternité que c'est la cerise sur le gâteau, c'est le supplément d'âme. Moi, je pense qu'il faut au contraire mettre la cerise au cœur du gâteau. Je suis parmi les réseaux de ce qu'on appelle les états généraux du pouvoir citoyen qui, après les attentats, après les grandes manifestations citoyennes du 11 janvier, on dit il faut incarner cet esprit de fraternité. Et l'une des façons de l'incarner, c'est de dire voilà, au moins tous les 11 du mois, nous allons trouver des moyens d'incarner cet esprit. Pour moi, la fraternité actuellement, c'est dialoguer avec des gens que je ne connais pas et décloisonner. Et sinon, donc une activité qu'on a au niveau du pacte civique, c'est un observatoire citoyen de la qualité démocratique où on observe comment l'esprit du 11 janvier est bafoué par certains ou au contraire est valorisé par d'autres. Nous aussi, on s'est demandé qu'est-ce qu'on allait faire parce qu'on ne voulait pas rester les bras croisés. Suite au 11 janvier. C'est l'arbre de la fraternité et du vivre ensemble qu'on va planter à partir du 20 mars prochain. Dès le 7, il y avait des gens qui sont allés manifester qu'on n'avait jamais vus avant dans les rues. C'est des gens qui sont allés manifester en toute spontanéité, toute sincérité, juste pour dire on est là, on est avec d'abord les victimes et après pas seulement avec les victimes, on est là sur le principe même d'être là parce que c'est important, parce que c'est un temps pour nous tous qui vivons dans ce pays mais aussi ailleurs. Dès le 7 janvier au soir, on reparlait de l'essentiel parce que justement on sent bien que les questions fondamentales des raisons de vivre et de mourir, par exemple les valeurs de la République reprenaient de la chair, on pourrait presque dire de la sensualité et puis inversement la novlangue économique, le value for money, la bataille pour la compétitivité, tout ça paraissait complètement dérisoire. S'il y avait une devise liberté, égalité, fraternité, je crois que la dernière, nous l'avons oubliée. Moi, je ne suis pas français, donc dis-moi, la fraternité, c'est quoi là? Ça commence juste au bout de mes doigts de pied quand je me lève le matin, la fraternité. Ils étaient 30 en février, aujourd'hui ils sont une centaine et espèrent que dès le mois prochain, des milliers de citoyens se rassemblent pour une nouvelle rencontre de la fraternité. D'accord, ouais. On est tous frères, blancs, noirs, chinois, arabes, on est tous la même. Normalement c'est comme ça, mais vraiment dans la réalité, je pense que c'est pas vrai. Je suis Charlie, je suis flic, c'était le slogan du 11 janvier parce qu'il fallait rappeler le nécessaire devoir de fraternité contre la violence. Mais ce moment d'unité nationale ne pouvait masquer longtemps les contradictions d'une société comme la nôtre. À Toulouse, cette semaine, se tenait le procès de Charlie, un clown activiste, un militant non violent qui utilise le clown pour faire passer son message et qui risque
une peine de prison pour des violences imaginaires. Le 1er novembre 2014 à Toulouse, lors d'un rassemblement organisé en mémoire de Rémi Fraisse, une brigade de clowns sociaux était présente pour tourner en dérision le déploiement policier massif et apaiser les tensions avec les manifestants. L'un des clowns, Charlie, a pourtant été arrêté par des agents de la BAC, puis condamné lors d'un procès expéditif en comparution immédiate. Il a fait appel de cette décision et nous étions présents le 11 mars, jour de l'audience, pour le rencontrer. Outrage, rébellion, violence sur policiers avec armes, cailloux... Quoi ? Jugement, ça passe très vite. Ouais, vous êtes accusé de ci, de ça, violence, c'est très grave. Hop, 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 2 mois ferme, 5 ans de mise à l'épreuve. On considère que les policiers indiquent la vérité et que tout ce qu'ils indiquent c'est vrai et qu'ils ne peuvent pas avoir menti. Et c'est très compliqué de faire entendre aux magistrats qu'ils se sont trompés et qu'ils ont peut-être aussi rédigé d'une certaine manière parce que ça les arrangeait, ils avaient trouvé des coupables et ils faisaient leur procédure et on n'en parlait plus. Alors que lui en fait était dans la rue, était plutôt gentil, voire très gentil avec tout le monde et la police, qui en a profité pour l'attraper, le molester et l'embastiller aussitôt. Ouais, donc un clown c'est répandre l'amour en fait, partout, tout le temps. En fait. C'est amour partout, tout le temps. Et d'ailleurs, le clown, il est temps du clown. Globalement, le clown activisme, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé là-dedans, c'était la posture. Puisqu'on est dans un monde où c'est pas toujours évident de rester cohérent, du coup, en termes d'action directe, non violente, il me semble que se mettre en tant que clown et de s'amuser avec les représentations des pouvoirs, faire un peu le miroir de la société, ça est relativement pertinent et en plus redoutablement efficace. Accessoirement, nous faisons aussi des porteurs de parole. Aujourd'hui, la question c'est, pour vous, la justice, c'est quoi ? On a eu plus de temps pour discuter du clown social. On n'avait pas eu le temps en comparution immédiate, il y avait moins de pression, c'était la cour, donc on pouvait prendre le temps des débats. Ils m'ont laissé parler, j'ai pu expliquer plus longuement, alors qu'en comparution immédiate, on avait eu 10 minutes, il y avait la pression, il y avait des policiers partout. C'était plus compliqué de préparer la défense de Charlie, alors que là on a eu le temps. Voilà, après la décision sera rendue dans un mois, le 1er avril, alors ça c'est excellent, c'est la petite pointe d'humour de la juridiction. Derrière le cas de Charlie, c'est une méthode d'action directe non violente qui préfère la dérision au conflit que les autorités tentent de décrédibiliser et de criminaliser. Le 11 janvier dernier, nous étions tous Charlie pour défendre les libertés publiques. Aujourd'hui, c'est un autre Charlie qu'on tente de faire taire. Serons-nous aussi derrière lui le jour du verdict ? Nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les clowns, nous sommes le continent rouge, le vent de clown brigade. 11 septembre, 11 janvier, la menace terroriste est partout. Elle nous cerne, elle nous guette, peut-être jusque dans ce studio. On empêche même les enfants des centres de loisirs d'aller à la patinoire, tellement les rues sont devenues dangereuses. Face à un tel niveau d'alerte, il fallait réagir. Pôle emploi l'a fait, à sa manière. Jugez vous-même. Poutine l'avait dit, il irait chercher les terroristes jusque dans les chiottes. L'administration française le fait. Au péril de notre vie, nous avons décidé d'enquêter sur les mesures de sécurité mises en place depuis l'attentat de Charlie Hebdo. Nous prenons la direction d'Aubervilliers, où une importante décision a été prise au sein de l'agence Pôle emploi. Les WC y sont strictement claquemurés afin de parer à tout risque d'attentat. À l'heure où des drones survolent impunément depuis 6 mois nos centrales nucléaires, nos bases de sous-marins lanceurs d'engins et même l'Elysée, il convient d'être implacable. Heureusement, nos responsables, dont il faut saluer le sens des responsabilités et de la mesure, applique un plan aussi imparable que le fut la ligne Maginot dans les années 30, son nom de code, plan Vigipirate. Nous avons demandé à quelques usagers s'il ne leur semblerait pas prudent d'étendre cette mesure de fermeture des toilettes aux gares, aux trains et pourquoi pas aux vols intercontinentaux. Bah ça sert à rien, enfin je sais pas. Ah, franchement ça sert à rien de fermer les toilettes. Je trouve ça assez stupide. Les gens ils vont pas, s'ils veulent faire un attentat ils vont pas aller dans les toilettes. S'ils veulent faire sauter, ils font sauter tout hein. Enfin je sais pas, je trouve ça bizarre.
On peut dire n'importe quoi sur le Pôle emploi, je vais le prendre comme une normalité. Ok, la sécurité, mais les toilettes quand même, monsieur. C'est la parano. Franchement, c'est de la parano. Fermer les toilettes comme ça partout, c'est de la parano. Les mères avec leurs enfants, elles font comment? En fait, elles ressortent et les emmènent dans le parc à côté. Il faut faire des déserts pour avoir l'accueil. Et comment la personne peut tenir le pipi et pour avoir des heures pour aller à l'accueil. Or que le pipi, il faut sortir. Le Pôle emploi, quoi. C'est le Pôle emploi avec ses contradictions et ces choses assez ahurissantes. Passons à l'extrême, demandons à tout le monde d'arriver à Pôle emploi totalement nu, totalement dévêtus, sans sac, comme ça on voit bien s'ils ont une charge. C'est un grand homme, il y a un peu de respect. Mais quand même, on peut le dire que, monsieur le préfet, nous voulons une toilette sur un lieu de public. C'est la vie, c'est la France. Hein. Ils sont pas intelligents. Les autorités françaises, avec le support complice des médias, ont donc jugé préférable que les Français fassent dans leurs pantalons plutôt que dans les toilettes. Et c'est une stratégie payante, car une parano comme on n'en avait jamais vu avant s'est installée dans le pays sur fond d'unanimisme bisounours. Françaises, Français, quand on vous explique qu'on ne peut plus financer vos dépenses de santé, vos retraites, ni l'éducation de vos enfants, c'est parce qu'il faut faire des choix budgétaires et que la France a choisi de privilégier votre sécurité. Le 5 mars 2007, après une campagne de désobéissance civile menée par l'association Don Quichotte, les parlementaires votaient à l'unanimité la loi Dallot, instaurant le droit au logement opposable. 8 ans après, cette loi reste très insuffisamment appliquée. C'est ce qu'ont voulu rappeler les associations de lutte contre le mal-logement. On est à l'Assemblée nationale. Voilà, pour faire une manifestation pour le DAL. Parce que l'Assemblée nationale, c'est la représentation du peuple, et donc c'est eux qui ont voté la loi. Et c'est eux qui sont aussi en charge de veiller à ce que cette loi soit effectivement appliquée. C'est le 8e anniversaire de la loi Dallot qui est quand même appliquée, qui n'est appliquée que partiellement. Je suis prioritaire Dallot, mais il n'y a rien qui s'ouvre. Hein, voilà. Il n'y a rien du tout, de toute façon. Les promesses non tenues. Et les dallots dans la rue. Après des années de droit au logement opposable, on en est pratiquement toujours au même point, même plutôt pire. 8 ans après le vote de la loi Dallot, c'est pas la gloire. Le Dallot, c'est pas un critère de revenu, c'est pas un critère de difficulté sociale, c'est un droit. C'est pas là-dessus qu'on doit sélectionner les gens pour leur faire attribuer un logement social. On doit seulement leur attribuer un logement social. Point à la ligne. Quand il y a des commissions pour décider à qui va être attribué tel ou tel logement, bien souvent ceux qui sont reconnus prioritaires Dallot ne sont pas choisis parmi ceux qui ont été sélectionnés parce qu'on se dit qu'ils n'auront pas les moyens de se maintenir dans le logement. Voilà. Les Dallot, c'est les mêmes mal logés que les autres, c'est monsieur et madame tout le monde, c'est monsieur et madame tout le monde qui a eu un jour un problème, qui a perdu son emploi, qui a eu une séparation, qui a perdu son emploi, qui s'est retrouvé du jour au lendemain en galère. Ce n'est pas une sous-catégorie de mal logés. Aujourd'hui, la moitié des Dallot gagnent beaucoup plus que le salaire minimum. Ils travaillent. Qu'on arrête de dire que les Dallot sont comme ça, une sous-catégorie ultra stigmatisée. On a l'impression que c'est devenu la classe dangereuse, les Dallot. Non, le Dallot, c'est un droit et ça doit donner la possibilité d'accéder à un logement, c'est tout. Chaque année, on sait très bien que s'il n'y a pas un message fort du gouvernement maintenant pour dire tout doit être fait pour éviter les expulsions locatives, on continuera comme les années passées. Et le geste symbolique qu'on veut faire aujourd'hui, c'est assigner. C'est assigner l'État. On va dire 1, 2, 3, voilà l'assignation. Assignation. 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 En Égypte, il aura fallu 4 ans à l'armée, soutenue par les États-Unis, pour récupérer le pouvoir qu'elle avait perdu à la chute de Moubarak. Elle se livre depuis à une répression sanguinaire, bien décidée à écraser toute chance d'un nouveau printemps arabe. Il y a 4 ans déjà, le printemps arabe. Après 18 jours de manifestations intensives en Égypte, Hosni Moubarak, sous la pression de la rue et de la communauté internationale, remet le pouvoir aux mains de l'armée qui le soutenait jusqu'alors, elle-même financée largement par les États-Unis. La jeunesse militante, laïque et de gauche était le fer de lance du soulèvement populaire. En juillet 2013,
elle a soutenu dans son ensemble l'éviction par l'armée du président islamiste élu, Mohamed Morsi. Mais voilà, le nouveau président et ex-chef d'état-major de l'armée, Abdel Fattah al-Sisi, mène une répression implacable contre toute opposition, islamiste, mais aussi laïque. Et ceux-là même qui avaient participé à la révolution, déterminés à poursuivre leur combat pour plus de démocratie et de liberté, se retrouvent condamnés à la prison. 5 ans pour Allah Abdel Fattah, figure de la révolte anti-Moubarak de 2011. Les 24 co-accusés du militant ont été condamnés à des peines allant de 3 à 15 ans de prison. Tous sont reconnus coupables des mêmes délits. Organisation d'un rassemblement illégal, agression d'un policier, vol d'un talkie-walkie et dégradation de biens publics. Nous avons été surpris aujourd'hui par ces verdicts choquants et injustes, parce qu'il n'y a aucun pays dans le monde qui condamne de jeunes hommes à 5 ans de prison simplement parce qu'ils ont participé à une manifestation pacifique qui était exempte de toute forme de violence. Ce verdict intensifie les tensions politiques actuelles et ravive le manque de confiance dans les rangs des partis laïcs qui ont participé à la révolution du 30 juin, qui avait l'intention d'instaurer un système démocratique en Égypte. Autre figure du printemps arabe égyptien, Ahmed Douma, condamné à la prison à vie avec 229 co-accusés. 39 mineurs ont également été condamnés à 10 ans de prison. Tous sont accusés d'avoir pris part à des affrontements devant le siège du gouvernement au Caire en décembre 2011 qui avait fait 18 morts. Ces peines sont les plus sévères qui ont été prononcées contre des militants libéraux depuis 2011. Depuis l'éviction de Mohamed Morsi en juillet 2013, soldats et policiers ont tué plus de 1400 manifestants islamistes et plus de 15 000 personnes ont été arrêtées. Comble de l'ironie, l'ex-président Hosni Moubarak a été blanchi en appel des accusations de meurtre de manifestants qui lui avaient valu la prison à vie en première instance. Ses 2 fils, Allah et Gamal Moubarak, ont été remis en liberté le 26 janvier après avoir passé 18 mois en détention provisoire dans l'attente de leur procès en appel pour corruption. Finalement, au 4e anniversaire de la révolution en Égypte, les têtes du gouvernement ont changé, mais l'armée a retrouvé son pouvoir, toujours soutenu par les États-Unis. Nous avons déjà parlé des ZAD ou zones à défendre du Testé, de Roibon, Marseille ou Notre-Dame-des-Landes, mais il en existe bien d'autres, souvent méconnues, comme par exemple celle de Montesson dans les Yvelines. En plantant des patates sur cette zone appartenant à la région, mais qui doit être vendue à Carrefour et Kaufmann & Broad, des militants entendent faire reculer un vaste projet de centre commercial et de résidence sur l'une des terres agricoles les plus vastes de la région parisienne. Salut les agités, alors direction aujourd'hui Montesson, dans les Yvelines, en région parisienne. À Montesson, on retrouve la plus grande zone agricole aux portes de Paris, 350 hectares de salade pour nourrir les Parisiens. Et vous imaginez bien que cette zone agricole est une cible prioritaire pour les promoteurs immobiliers. Depuis 2013, un collectif s'est constitué et a créé une zone à défendre. C'est la ZAD Patate qui entend bien défendre corps et âme cette zone. Alors direction la ZAD Patate. C'est parti. La région parisienne, une vaste zone envahie par l'urbanisation. Toute la région est occupée par des zones résidentielles. Toutes, non. La plaine de Montesson, située à 18 km de Paris, tente corps et âme de résister à cet envahisseur. Un centre commercial et des logements doivent être construits sur des terres agricoles et sur des espaces naturels que nous estimons importants de protéger. Donc on essaye de mobiliser un peu les gens qui habitent sur place contre ce projet d'extension du centre commercial et la construction d'une route qui ont déjà commencé. Donc là on est vraiment en confrontation directe avec quelque chose de très concret, quoi. Comment cette confrontation Alors là, on a lancé une action juridique. On avait d'abord fait un courrier au préfet des Yvelines, mais qui n'a jamais répondu. Donc on s'est constitué en association et là, on a lancé une action en justice pour contester la déclaration d'utilité publique du projet. Parce qu'à notre avis, il y a plein de choses qui n'ont pas été prises en compte, notamment il y a pas mal d'espèces protégées en fait en région Île-de-France qu'on a vues sur place
et ça qui ont été complètement passés sous silence dans l'enquête publique. Donc on essaye de trouver un peu ces failles dans l'enquête publique pour contester cette utilité, en fait, l'extension du commerce. Il faut savoir aussi qu'en ce moment, la ville de Paris, le projet du Grand Paris vend beaucoup cette idée de l'agriculture urbaine. Et donc là, on a très concrètement des terres agricoles qui vont disparaître sous des parkings. Donc il y a un paradoxe total dans cette situation-là. Les zones à défendre peuvent être situées dans des projets de grands barrages, de grands aéroports, mais aussi dans des petites terres agricoles qu'il s'agit de défendre là aussi. Alors soutenons la ZAD Patate. Alors je ne sais pas pourquoi, Xavier, j'étais persuadée que le grand Rob Hopkins était un vieux chercheur avec une grosse moustache, mais j'ai découvert que non. Rob Hopkins, l'un des initiateurs de la transition écologique, était à Paris en octobre 2014 pour présenter un ouvrage intitulé « Il change le monde ». Parce que vous allez voir que ça fourmille d'alternatives dans sa tête et qu'en plus, elles deviennent réelles. À l'ère de la troisième révolution industrielle, l'un des enjeux majeurs est de rendre compatible le vivant avec des processus de production et de consommation de plus en plus déséquilibrés. Les activités industrielles et agricoles sont dépendantes de la nature, de ses ressources, de son équilibre, dont la pollinisation, la fertilité des sols, les cycles de l'eau, la production d'oxygène. Mais ces potentiels utiles aux humains sont largement entamés. L'humanité entraîne lentement avec elle l'extinction de la biodiversité. Pour sortir de ce scénario catastrophe, Rob Hopkins propose une méthode qu'il appelle la transition écologique. Sa méthodologie, c'est de repasser, que les gens reviennent dans leur imaginaire et puissent en fait changer de paradigme en imaginant comment demain, malgré ce qui va arriver, pour être mieux. Avec un ami, en discutant, on s'est demandé comment la communauté peut réagir face au changement climatique. Et on a commencé à poser des questions autour de nous, et des gens se sont investis. Et des gens d'ailleurs demandaient « Comment tu résous ça ?» Et alors la transition a commencé. Donc tout cela est parti de la rencontre avec la bonne personne dans un bar. C'est souvent un bon point de départ pour beaucoup d'idées. Mais qui est donc Rob Hopkins ? Ce conférencier soucieux de l'avenir de ses proches est l'un des initiateurs des mouvements de la transition. Il a écrit plusieurs livres ingénieux et donne des conférences à travers le monde pour inspirer ses congénères. Rob affirme qu'il est possible de réagir et d'agir collectivement en s'organisant à l'échelle locale pour utiliser la nature et la biodiversité dans ses limites. Avec ce jardin, à chaque arrêt de bus, si vous êtes très rapide, vous pouvez monter dans le bus, descendre cueillir un légume, remonter dans le bus et redescendre au prochain arrêt, récolter un autre légume. Et quand vous arrivez à la fin du trajet, vous avez votre dîner. Les exemples de villes en transition foisonnent. Le retour des vergers à Saint-Quentin en Yvelines, supermarché coopératif de produits locaux en Espagne, le plan de descente énergétique à Totnes en Angleterre, la monnaie locale à Bristol, le Répar Café à Paris. Très vite, des investisseurs nous ont demandé s'ils pouvaient nous aider et nous soutenir. Alors le réseau de la transition a grandi en organisation avec pour idée de donner le soutien dont on a besoin pour des transitions. C'est très excitant pour moi. C'est un véritable privilège de faire partie de la création d'une idée qui résonne en beaucoup de gens dans le monde. C'est très excitant. Il change le monde, le livre de Rob Hopkins est disponible en français et dans plusieurs langues. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt. Léna, on va bloquer la Banque de France. Reportage dans le prochain Alter JT. Au revoir à tous. Ciao tout le monde.